C'est quoi une vie intentionnelle pour toi? Ça commence comme ça. Ah ouais. On rentre direct dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est une vie intentionnelle? C'est une vie qui part de son opposé, déjà la vie par défaut. Ouais. C'est ce que j'ai essayé de définir depuis 3 ans maintenant. Et en fait, c'était un constat, tu vois, la vie par défaut, c'est ce que je me suis rendu compte quand j'avais 16-17 ans, que tu avais pas mal d'adultes qui c'est pas tant le métier qu'ils faisaient, c'est qu'ils se questionnaient pas sur leur vie, et ils étaient très fatalistes. Ok. Ils étaient en mode, c'est comme ça, et ça sera toujours comme ça, je suis dans cette situation, et toi-même, tu vas vivre une situation que tu vas subir, donc profite de tes années d'études, mais après, ça va pas forcément être réjouissant. Et du coup, j'avais pas ces termes-là pour l'exprimer à l'époque, mais j'avais déjà cette intuition qu'il y avait quelque chose qui était un peu par défaut chez la plupart des gens. Et c'est arrivé à maturité récemment, parce que je me suis repris même si j'ai eu un chemin relativement entre guillemets intentionnel dans ma vie, où j'étais rapidement joueur de poker, entrepreneur, enfin j'avais plein de trucs à essayer pour sortir un peu de ce chemin un peu par défaut. Mais la vie te met toujours quand même des coups de bâton à droite à gauche, enfin tu te prends toujours des gamelles. Et j'ai eu d'autant plus besoin, on va dire, de me questionner sur ces questions-là il y a 3-4 ans. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à aller plus loin et de conceptualiser et d'aller retourner dans la philosophie aussi pour aller voir ce que disaient un peu les sages qu'on oublie souvent. On a tendance à consommer les choses du présent, alors qu'en fait tout a été dit déjà d'une telle manière sur la nature humaine, sur la sagesse, enfin, beaucoup de choses ont été déjà dites. On a un vrai problème avec ça en Europe, c'est qu'on va chercher de la néo-spiritualité, néo-philosophie, New Age qui a 30 ans à tout casser, par des gens qui ont pris leur expérience de vie et essaient de l'appliquer à toute la planète. Alors que quand même en Europe on a des philosophes qui ont plus de 2000 ans avec des histoires ultra inspirantes et des modes de vie, le stoïcisme, des choses comme ça. Et pour autant on a besoin d'aller chercher sur l'espèce de gouroutisation, tu vois, récente et tout. Et après, moi j'ai rien contre, moi le coaching j'y crois profondément, Tony Robbins je trouve qu'il fait un boulot extraordinaire, mais il manque un truc en fait. Ça dépend ce que t'appelles, enfin il manquerait quoi du coup? Il manque un peu de profondeur philosophique et de questionnement. Et en fait, si tu veux, si je devais aller plus loin que ça, je pense que dans 10 ans, on aura tous un psy, un coach, peut-être un philosophe, peut-être un truc plus énergétique ou spirituel ou religieux, ça dépend des personnes. Et ils ont tous des utilités connexes et ils vont tous merveilleusement bien ensemble. Le psy te permet de comprendre comment tu te sens maintenant et de réfléchir d'où ça vient. Le coach est tourné vers la résolution, l'avenir, bouger, te remettre en mouvement, changer de perspective, changer les choses. Le coach il regarde pas ton enfance. Mais à côté de ça, c'est aussi intéressant d'avoir une certaine forme de connexion spirituelle, peu importe ce que toi tu mets derrière. C'est intéressant de se poser des questions existentielles sur la vie, juste parce qu'en fait c'est cool de se les poser. Et je pense que tu as besoin de tout. Et si tu n'en as qu'un seul, il manque quelque chose. C'est intéressant, je sais pas si tu connais Ken Wilber. Tu vois que c'est sur la philosophie intégrale justement, de pas être bloqué sur une perspective. Celle que tu as citée par exemple, tu vois, qui serait des lunettes hyper intéressantes mais très limitées. Ça m'a fait penser direct, j'ai pensé pourquoi j'ai fait une connexion Tesla ou sportif de haut niveau. Et le côté un peu, je me dis ça va être cher d'avoir entre guillemets 4-5 individus comme ça qui te suivent au quotidien. Bon après ça peut être réduit avec l'IA maintenant, ça sera peut-être pas forcément une personne, ça sera peut-être un mix entre un hybride IA et intelligence humaine. Mais tu vois, moi je viens du poker et par exemple j'ai vu à quel point ça s'était professionnalisé. Entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui, je suis plus dedans, où tu as des coachs mentaux, un peu comme dans le tennis, je viens du tennis aussi, coach mental. Dans l'e-sport aussi. Dans l'e-sport, j'ai un pote qui s'est mis hyper tôt par exemple, qui était préparateur mental dans l'e-sport, genre en 2017. Et ça se professionnalise énormément, parce qu'en fait, oui, pour avoir de la haute performance, en tout cas, tu es quasiment obligé de t'entourer de toutes ces personnes. Après, c'est comment, ce que là tu disais, tout le monde, donc il y a cette idée de comment tu démocratises, on va dire, ces accès au plus grand nombre, ne serait-ce que le coaching, tu vois, des fois ça peut être pas accessible à tous, alors peut-être que tu défends une vision différente, mais... Le coaching de qualité, par essence, c'est cher. Parce que tu peux prendre peu de personnes, parce qu'il faut te former beaucoup, parce qu'il faut aller très en profondeur, il faut être très présent pour tes clients, etc. Tu peux pas coacher au sens vraiment du coaching, la méthodologie, 250 personnes à la fois. Nous, aujourd'hui, par exemple, nos clients, on leur donne du coaching aussi, mais on a une équipe de 7 coachs. C'est pas un programme de coaching, à la base c'est un programme d'accompagnement marketing et de développement commercial, dans lequel on a rajouté du coaching pour les débloquer quand il y en a besoin, mais on a toute une team, c'est structuré, c'est limité, etc. Le coaching est cher, mais tu vas avoir l'IA, tu vas avoir la démocratisation, tu vas avoir de l'internationalisation, tu vas avoir plein de trucs qui vont faire que, ok, l'IA, je pense pas qu'elle ait la même profondeur, encore que pour l'instant en tout cas, que les meilleurs coachs du monde, mais pour la plupart des gens, une IA ultra smart sera largement suffisante en fait. Et une IA ultra smart, ce sera 9 balles par mois avec un SaaS. Et donc tu as des gens qui auront accès à l'outil coaching qu'ils n'auraient pas pu se payer autrement, tu vois. Il y a un mec qui fait ça, Adrien Falcon, ou Falcon, je sais pas comment on prononce. Je sais pas si tu... On me dit quelque chose. De Wave. Oui, Wave. Qui a un programme justement, j'ai l'impression qu'il est
où c'est très autonome, ils posent des questions, enfin c'est un SaaS en fait. Il y a du monde derrière, il y a des humains derrière. Oui, j'imagine. C'est augmenté par IA, mais il y a des humains derrière, de ce que je sais en tout cas. Ok. Mais ouais, donc pour la vie intentionnelle en tout cas, je t'ai donné un petit peu le contexte. Et j'écris dessus depuis 2-3 ans maintenant. Ouais. Tu viens de sortir un livre justement qui s'appelle Vie intentionnelle, que je recommande à ceux qui nous regardent. Pourquoi tu as décidé, avec toute la difficulté que c'est d'écrire un livre, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte, moi j'en ai écrit un vrai, tu vois, entre guillemets, alors vrai, c'est-à-dire un livre où tu mets vraiment quelque chose de profond dedans et c'est pas juste des pages business, quoi. J'en ai écrit un vrai, et c'était long, et c'était dur, et ça a dû être réécrit, et encore, on n'est pas sur une œuvre d'art, tu vois, on est sur un bouquin business un peu basique. Pourquoi tu as décidé de dédier une grosse partie de ton temps, je suppose, à écrire un livre pour transmettre ta philosophie, ta façon de penser, et pour éduquer les gens foncièrement à ce que c'est selon toi la vie intentionnelle? Écrire un livre, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps en réalité. Alors je pensais plus écrire la littérature à la base. Il se trouve que la vie m'amène pour l'instant plutôt sur des sujets business et plus philosophiques depuis quelques années, ou développement personnel. Parce que je considère pas que mon livre c'est un livre de philo, c'est un livre de dev perso avec de la philo à l'intérieur. Mais je dirais pas, il sera pas au rayon philo, il est pas au rayon philo en librairie, il est au rayon dev perso. Donc il y a déjà cette envie depuis longtemps. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est marrant, j'ai eu il y a 2-3 ans, ces questionnements, des doutes, un moment un peu plus compliqué. Peut-être une crise à trentaine, tu vois, là j'ai 32, donc je venais d'avoir 30 ans. Et il y a 2 choses que j'ai faites, du coup, c'est de partir à l'étranger, parce que j'avais ma situation qui me permettait de partir à ce moment-là. Alors c'était le Covid, mais j'ai réussi à me débrouiller pour pouvoir partir. Et il y en a plein qui se sont faufilés. Il y a des gens qui ont réussi à trouver des astuces, dont moi. Donc il y avait ça, partir à l'étranger, c'est quelque chose que je voulais faire depuis que j'avais, je pense, 18-19 ans. J'étais un peu frustré, parce que j'avais beaucoup entrepris dans la vingtaine, mais pas trop bougé. Et en fait, ce moment où j'étais un peu plus mal et le voyage, combiné, en fait, ça m'a ramené très fortement dans la philosophie. Et petit à petit, en fait, à force de lire, de pratiquer, de réfléchir, je me suis dit, là, tu commences à avoir de la matière pour potentiellement dire quelque chose qui a une utilité. Parce que je voulais surtout pas faire un bouquin, on va dire une commande. Un an avant, j'avais un éditeur qui m'avait proposé d'écrire un livre sur le stoïcisme, parce que je commençais à en parler. Et en France, en fait, c'est malheureux ou c'est très bien, je sais pas, mais dès que tu parles vite fait d'un sujet, en fait, t'es rapidement repéré et puis dit expert du sujet. Puis c'est surtout les maisons d'édition ont capté que le stoïcisme, c'était une grosse tendance, et on le voit aux États-Unis avec Ryan Holiday, des choses comme ça. Donc ils voulaient justement avoir un mec qui prenait un peu la place de Ryan Holiday. Et mais moi, j'avais pas envie, c'était peut-être un petit côté un peu égo, mais tu vois, de me dire, mon premier livre, j'ai envie que ce soit quelque chose de plus personnel, qui parle de moi, pas un recrachage d'une philosophie. Et qu'on me dise pas. En fait, je me disais même, j'aimerais bien que mon livre, en fait, s'il puisse être traduit en anglais. Alors, il sera peut-être jamais, mais en tout cas, de l'idée que ça soit intéressant même pour le marché américain qui lisait ce genre de livre, tu vois. Et que ce soit pas juste une pâle copie d'un bouquin américain. Donc voilà, donc voyage, moment plus difficile, philosophie. Et là, au moment, les planètes se sont alignées. Moi, il se trouve que j'avais mon activité de coaching, on en parlait en off là, mais que j'avais lancé en 2021. J'avais switché de pur conseil à vraiment une approche plus où je me concentrais sur la personne. Avant, j'étais que vraiment dans des trucs très spécifiques de boîte, tu vois, genre t'as des problèmes de recrutement, de levée de fonds, de je sais pas quoi. Et donc je me suis retrouvé donc à avoir un très bon levier pour bien me pricer en coaching, pas trop avoir travaillé, à l'étranger beaucoup de temps, et j'ai commencé du coup à réfléchir à ce projet de livre. Mais en vrai, tu vois, c'est marrant parce que je me dis toujours, dans mon livre j'en parle même, tu vois, je dis faut comprendre les jeux dans lesquels on s'engage, et j'y crois, et en même temps je me dis que des fois c'est bien d'être un peu naïf, tu vois. Et par exemple, le livre, je visualisais un peu le process, mais tout a été plus long et plus dur que ce que je pensais. Terrible. Et pourtant, j'écris depuis longtemps, je connais bien le process, mais ça a été compliqué. Je pense qu'il y a plein de choses comme ça où c'est bien d'être conscient que ça va être dur, mais c'est pas bon d'être conscient à quel point. Typiquement, ma startup, tu vois, si j'avais su ce qu'il fallait faire, j'aurais pas fait. Enfin, j'aurais pas fait. Ça aurait été beaucoup plus de barrières à l'entrée, on va dire, pour se lancer sur ce genre de business, quoi. Mais tu le vois surtout en fait, sur écrire un livre, sur l'entrepreneuriat, sur la startup, sur monter son business de coaching, sur ce que tu veux en fait. Les premières étapes vont très vite, sont très grisantes, ça va vite, c'est un peu facile, tu grandis, c'est génial, etc. Les étapes d'après, tu vas pouvoir être vraiment dans les 20% des meilleurs. Le niveau de difficulté et de gestion des problèmes, en fait, il est sous-estimé par la plupart des gens. Ça veut pas dire que ça vaut pas le coup, ça veut pas dire que c'est pas cool sur le chemin, mais ça veut dire que t'es obligé de câbler ton cerveau sur ça va être dur, ça va être la merde, et c'est mon job en fait. Et donc je vais kiffer, parce que c'est mon job by design. Ouais, complètement. Mais alors ça, c'est une bonne mentalité à avoir, mais disons, quand tu te lances, tu sais même pas du tout dans quoi tu t'engages, encore une fois. Donc, et là, je prends peut-être tous les sujets à la fois, mais il y a aussi 2 phases très distinctes quand tu montes une boîte. C'est celle où tu fais un produit, où les gens se disent, bon, c'est déjà dur de faire un produit, comment je vais y arriver à faire produit market fit, tout ça, mais le vrai game, c'est une fois que tu as des salariés et quand ton produit, c'est ta boîte, en fait.
Et là, c'est là où le jeu il commence vraiment, j'ai l'impression. Et c'est là où les problèmes commencent à émerger et où justement tu as plein de choses que tu ne pensais pas que tu devrais apprendre un jour ou que tu devrais gérer un jour qui t'arrive sur la face, quoi. Je pense qu'il faut s'entourer pour ça surtout. Enfin, je sais pas si toi c'est la même chose, mais moi ça a été vraiment mon plus gros game changer, tu vois, de ces dernières années. C'est de bien m'entourer parce que quand je vais vers quelqu'un qui a déjà fait x10 ce que moi je suis en train de faire, et que je lui dis j'ai tel problème, c'est un enfer, qui me répond ah t'en as un, attends que t'en aies 120, là ça va devenir drôle. Et que je me dis ok bon, il va falloir que j'apprenne à gérer ce problème très très vite parce que visiblement il va pas s'arrêter, tu vois. En fait je pense qu'il y a plein de difficultés, de problématiques, que ce soit dans l'écriture, dans les réseaux sociaux, dans le fait d'entreprendre, où on pense que c'est un effet secondaire nocif problématique à résoudre, alors qu'en fait c'est une feature, c'est censé aller avec, c'est juste que personne ne le dit. Ouais, complètement. Ouais, bah, sur tous les sujets effectivement. Et moi ce qui m'a le plus marqué ça reste l'humain, le management, où en fait personne n'arrive vraiment, enfin il y en a qui arrivent un peu à théoriser, mais en fait j'ai tellement de situations, tellement improbable en fait, on pourrait en écrire un livre même, tu vois, tellement c'est... Mais complètement, ouais. C'est vrai que c'est l'humain c'est compliqué, et à la fois c'est le plus nourrissant aussi, tu vois. Moi j'en parle régulièrement avec mes équipes, je pourrais faire cette boîte un peu différemment et la faire seule, celle que j'ai actuellement, mais pas envie en fait. Seul c'est chiant. Je sais que c'est une grande tendance du soloprenariat, et je sais qu'il y a plein de gens qui ont eu des boîtes, des startups, des employés qui disent allez ciao, plus jamais. Et je pense qu'il y a un juste milieu, un juste équilibre à trouver, tu vois. Et je comprends la personne qui veut faire son truc seul et être tranquille, juste poser, réfléchir, avoir du recul. Moi, j'en ai très peu aujourd'hui, parce que je discute avec 22 personnes. Mais j'ai eu des périodes seules de solopreneur, tu vois. Et en fait, au bout de 6, 8, 12 mois, je me fais chier. Ouais, je vois. Bah, justement, moi, j'en ai pas mal parlé sur LinkedIn, en fait, le fait que moi-même, j'étais CEO, j'avais pas mal d'employés, et que ça m'allait très bien d'être tout seul pour l'instant. Là, je sors d'un cycle de 2, bientôt 3 ans, vraiment en solo. Mais j'exclus pas, en fait, je pense que c'est des phases de vie, il y a des alternances. Et à un moment, s'il y a un projet en fait, qui te tient vraiment à cœur et qui nécessite d'avoir de l'humain, bah, tu vois, je vais pas m'empêcher de le faire juste parce que... c'est à quel point tu es capable d'accepter la feature des problématiques humaines parce que tu as envie d'accomplir quelque chose avec eux, quoi. Et moi, je fonctionne beaucoup par phase, tu vois, et par identité. Par exemple, du coup, là, j'avais l'identité dans ma tête. En gros, j'ai fait un gros switch il y a 3 ans, c'est de me dire je passe en mode penseur, écrivain et entre guillemets philosophe. Et du coup, j'enlève une grosse partie de mon identité entrepreneuriale auquel je m'identifiais beaucoup avant et auquel les gens me reconnaissaient aussi, ou start-upper. J'avais même fait des podcasts à l'époque sur parler de start-up et tout, donc j'étais vraiment identifié à Paris spécifiquement sur ça. Et ça a été identitairement compliqué parce que du coup, c'est enlever plein de conceptions de soi-même, de se dire bon, maintenant, est-ce que je suis écrivain, est-ce que je suis pas un fake écrivain, est-ce que je vais réussir à écrire un livre. En tout cas, je porte cette identité. Et là, tu vois, je pense une fois la promo du livre, le marketing sera bien fait, et que ça sera plus en mode evergreen, là je suis en train de préparer des sujets de plus entrepreneuriaux et de me remettre, je pense, un cycle de 2-3 ans très focus business, entrepreneuriat. Donc c'est vraiment pour moi une question de cycle, et après du coup j'accole une identité à chaque fois pour me conditionner un petit peu de ok, du coup là je suis en mode entrepreneur, du coup qu'est-ce que ça veut dire, ma journée elle est pensée comme ça. Peut-être que géographiquement je vais mettre un endroit où je vais un peu moins bouger aussi. Je pense qu'il y a une vraie différence aujourd'hui, enfin moi je fais une vraie différence entre écrivain et auteur, tu vois. Auteur, j'ai écrit un livre, point. Tu vois, ou 12 ans. Écrivain, mon métier est d'écrire. Tu vois, moi, mon métier, c'est d'être entrepreneur aujourd'hui. C'est de gérer une boîte, c'est de la faire croître, c'est de la développer, c'est de gérer les problèmes, etc. Et par le passé, j'ai écrit des livres, mais c'est pas mon job, en fait, ni à plein temps, ni à tiers-temps. Donc, je me considère pas comme écrivain. Je pense que c'était vraiment dans une phase de vie où tu dédies ton temps, ton métier, ton art, ce que tu veux, à écrire, et que c'est vraiment le but de ta vie, c'est d'écrire. Pour moi, là, t'es écrivain, en fait. Après, ça peut être des buts temporaires aussi. Oui. Si tu penses par phase, comme je disais. Tu vois, par exemple, moi, je considère que, du coup, dans tes définitions, j'étais écrivain pendant 1 an et demi, là. Mais je serais pas écrivain dans 2 mois, quoi. Ouais. C'est ce que je veux dire.